Alors, moi aujourd'hui, je vais parler sur la question à qui la semence? C'est à qui la semence et pourquoi elle doit être à quelqu'un? C'est un peu différent que la contribution que j'ai faite pour le livre, mais comme en ce moment en Europe, on est en train de homogénéiser, de harmoniser la législation sur les semences au niveau européen. J'ai pensé que utiliser l'exemple concret de la semence en Europe donnerait un plus par rapport à la question de la propriété intellectuelle et la biodiversité. Je ne sais pas si vous êtes jardinier, peut-être vous êtes jardinier ou jardinière de temps en temps. Quand vous plantez vos choux, vos tomates, etc. dans le jardin, ça vous semble, et ça me semble aussi assez naturel que quand j'ai une très belle tomate, que je prends les graines, je les sèche et que je les ressème l'année suivante. Ça me paraît une chose assez normale. Mais bon, souvent je ne le fais pas. J'achète plutôt les petits paquets qui sont jolis, c'est plus facile, c'est plus simple. La question à qui sont ces grains dans le paquet ou dans la tomate, je me les pose peu. Mais quand je réfléchis en tant qu'anthropologue sur la question des semences, je me rends compte qu'en fait, la question à qui la semence est une des domaines les plus controversés de la politique de commerce internationale qui, encore récemment, a opposé l'Union européenne aux États-Unis au sein de l'organisme de règlement de différends de l'OMC. Donc c'est une question, une grosse question, et liée à cette question, il y a aussi la question qui cultive quoi et comment dans le monde entier en fait. Et parce que la semence, elle est le premier chaînon de la chaîne alimentaire, et en tant que premier chaînon, cette semence-là, cette petite semence, elle est réellement porteur d'intérêts économiques et politiques énormes. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus tous les enjeux qui sont liés à cette petite chose qui est une semence. Bon, pour l'agriculteur, d'acheter tous les ans ces semences, ça devient un coût de plus en plus important. Pour les grandes multinationales sémencières, le fait qu'on doit racheter tous les ans ces semences, c'est une source de pouvoir et de contrôle, parce que si on regarde bien, 62% des droits de propriété intellectuelle sur les semences sont détenus dans le monde entier, sont détenus par seulement 6 entreprises, c'est-à-dire par Monsanto, Dow AgroSciences, DuPont, BASF, Bayer Crop Science et Syngenta. Donc, quand un agriculteur, ou quand vous, dans votre jardin, vous prenez une semence et vous la mettez dans la terre, vous ne faites pas seulement pousser une plante, mais vous rentrez en fait dans des obligations multiples par rapport aux détenteurs de la propriété intellectuelle sur ces semences. C'est-à-dire les jolis petits paquets colorés avec les concombres dessus, les tomates dessus, etc. Ils ne sont pas innocents du tout.
Parce que ce qui est là-dedans, dans ce paquet, c'est un objet que Bruno Latour appellerait un objet chevelu, c'est-à-dire c'est un objet rempli de contraintes institutionnelles que l'homme a transféré sur cet objet, la semence. Et cette semence porte ses intérêts et ses pouvoirs. Il les incarne d'une certaine façon. Et quand vous le mettez dans la terre, dans votre terre, vous portez tous ces droits et toutes ces obligations dans vos jardins et dans vos champs. Donc, le grain de semence que vous allez coucher dans la terre, que vous allez soigner, arroser, faire pousser, etc., appartient avec une assez grande probabilité, bon, ça dépend un peu où vous ressourcez vos semences, évidemment, mais ça peut bien appartenir à Monsanto, Syngenta, même si ce n'est pas écrit sur le paquet, parce que ces deux firmes, ils ont racheté pas mal de producteurs de semences, même marécagères, en Europe. Et en fait, vous pensez que vous avez acheté des semences, mais en fait, vous les avez louées et pas achetées. Parce que vous avez le droit de manger les fruits qui poussent donc de ces semences, mais vous n'avez pas le droit de prendre la semence, la revendre, la donner à votre voisine, qui la donne encore à quelqu'un d'autre. Vous situez déjà dans un terrain qui n'est plus tout à fait légal. Mais maintenant, il faut penser la chose et l'appliquer aux agriculteurs, que eux aussi, avec les semences qu'ils sèment dans leur champ, se trouvent dans ce champ de pouvoir qui sont les propriétés intellectuelles sur les semences. La plupart des cultures en Europe, vraiment la grande partie des cultures en Europe, sont cultivées avec des semences qui ont un certificat d'obtention végétale, c'est-à-dire la firme qui possède ce certificat d'obtention végétale peut contrôler la commercialisation du produit et surtout du grain, de la semence issue de la récolte. Donc, si un agriculteur en Europe veut ressemer sa récolte, une partie de sa récolte, dans la plupart des pays, il doit payer des royalties. En Allemagne, par exemple, ça va jusqu'à 80% du prix de la semence. Même s'il ne rachète pas la semence, il doit quand même payer 80% du prix de la semence à la firme qui lui a initialement fourni cette semence. En Autriche, par contre, c'est gratuit. Il y a des petits agriculteurs de montagne. On n'a pas encore introduit l'obligation de payer des royalties. Par contre, en France, c'est carrément interdit de ressemer une semence qui a un certificat d'obtention végétale. Et en France, c'est en fait interdit déjà depuis 1970. Donc vous voyez, il y a en Europe maintenant, on applique la même directive internationale, mais les règlements de pays à pays sont encore assez différents. En ce moment, c'est en train de changer parce qu'on essaie de homogénéiser le secteur semences en Europe, mais je vais y revenir. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette histoire que certains agriculteurs n'ont pas le droit de ressemer leur récolte, que d'autres doivent payer des royalties? C'était quand même les agriculteurs, pendant des millénaires, des centenaires, qui ont sélectionné toutes les variétés
desquels nous nous nourrissons aujourd'hui. Mais bon, là, je dois un peu revenir en arrière et il faut voir que ce certificat d'obtention végétale est lié d'une part à l'industrialisation de l'agriculture et à la recherche de variétés qui répondent bien aux engrais chimiques et qui sont et la sélection de variétés répondant aux engrais chimiques est créée au même temps que la possibilité de produire des engrais chimiques. Donc il y a un va-et-vient depuis le 19e siècle d'une sélection de variétés qui sont de plus en plus génétiquement homogènes, c'est-à-dire que les variétés qu'on utilise en agriculture sont souvent issues d'une seule plante et qui a été reproduit des centaines de milliers de millions de fois. Et donc pour créer une variété qui est génétiquement très homogène. Et puis on a institué une division de travail entre l'agriculteur d'une part et l'obtenteur qui crée les variétés d'autre part. Donc surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, on a introduit des variétés avec une structure génétique uniforme et qui définitivement a produit des rendements largement supérieurs aux variétés population avec une beaucoup plus grande variété génétique. Mais ces variétés-là, ils étaient très demandeurs, c'est-à-dire ils avaient besoin d'abord d'engrais chimiques pour pousser bien, parce qu'ils étaient en fait sélectionnés pour pouvoir réagir bien à l'engrais chimique, et puis ils étaient beaucoup plus fragiles aussi que les variétés population. Donc, ils étaient plus facilement affectés par des maladies, par les champignons. Ils n'avaient pas une aussi bonne compétition avec les mauvaises herbes, résistaient moins aux changements rapides de climat, aux sécheresses extrêmes, à trop d'eau, etc., etc. Donc, il nécessitait des pesticides, des herbicides, des fongicides et souvent et parfois aussi de l'irrigation pour véritablement réaliser ce qu'on appelle chez les obtenteurs le potentiel de la plante, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'elle aurait pu obtenir dans des conditions optimales. Et ça, évidemment, constituait un marché extrêmement intéressant pour les industries chimiques et qui travaillaient la main dans la main avec les obtenteurs et la recherche publique à l'époque qui, après la Deuxième Guerre mondiale, voulait du rendement pour pouvoir nourrir la population européenne qui avait faim après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bref, je passe. Dans les années 60, on a commencé donc avec la première convention UPOF de 1961 à penser de créer un droit de propriété intellectuelle pour les sélectionneurs, pour les obtenteurs qui avaient créé ces variétés. Et à l'époque, c'était une petite rente que l'agriculteur devait payer au moment quand il achetait sa variété, et cette rente était rendue à l'obtenteur, mais ensuite l'agriculteur était libre de ressemer et même de revendre
sa semence. Les agriculteurs, à l'époque, ne voyaient pas vraiment de grand inconvénient à cette loi. Ils payaient sans problème et ils ne se rendaient pas compte que cette première convention UPOF était le premier pas vers une expropriation, en fait, des agriculteurs de leurs semences. Parce que le certificat d'obtention végétale géré par UPOF était renforcé par la suite en 1968 et en 1991, et surtout dans la mouture de la convention UPOF de 1991, ressemer sa propre récolte n'était plus un droit, mais devenait un privilège pour l'agriculteur. Donc, l'UPOF, c'est une convention internationale, donc il y a plusieurs pays qui ont souscrit à cette convention, et chaque pays peut régir lui-même combien de privilèges est-ce qu'il va accorder à l'agriculteur. Voilà. Et donc, comme j'ai déjà dit, il y a différentes versions dans les différents pays d'Europe. Toujours est-il que ce droit d'obtention végétale faisait que ça devenait intéressant aussi pour les grandes entreprises qui avaient obtenu des brevets sur des inventions de transformation génétique, de racheter des petits sémenciers et d'introduire leurs gènes transformés dans des variétés. Donc finalement, voilà, je vais plus vite que je ne voulais, mais dans les années 80 et 90, on assiste donc à une concentration de l'industrie sémencière et chimique dans quelques mains seulement, des grandes entreprises comme BASF, par exemple, chimiques, qui devenaient des propriétaires de semences. Donc, ça, c'est le certificat d'obtention végétale. Au même temps, il y a, depuis 1980, la possibilité de breveter des gènes et des gènes qu'on peut, par la suite, implanter dans des variétés. Et beaucoup de grandes entreprises de biotechnologie nous ont fait plein de promesses ce que ces gènes vont pouvoir faire pour nourrir le monde. Et en effet, surtout ces dernières années, les entreprises de biotechnologie ont posé énormément de brevets sur des gènes qu'ils ont localisés dans des plantes qui doivent coder pour certaines capacités de la plante, par exemple de mieux résister à la sécheresse, de mieux résister à certaines maladies, de résister à la salinisation, etc., etc. Donc il y a une centaine, voire des milliers de brevets maintenant déposés sur des bouts d'ADN qui doivent coder pour ces capacités-là des plantes à répondre à du stress environnemental qui augmentera, c'est ce qu'on pense, encore avec le changement climatique. Mais en réalité, bien que maintenant il y a tous ces brevets sur ces traits, il n'y a pas encore des plantes véritablement génétiquement modifiées qui répondront à ces stress environnementaux. Et si on sélectionne des plantes qui sont plus résistantes, c'est souvent encore par les méthodes de sélection habituelles, peut-être que c'est fait. Donc, cette quantité de brevets qui existe maintenant
servent aussi à identifier le propriétaire de la variété, plus que ça, pour l'instant, porte vraiment un fruit pour l'utilisateur, le consommateur de la nourriture et l'agriculteur qui doit semer ses plantes dans son champ. Donc, pourquoi est-ce que nous avons laissé faire d'avoir maintenant un système avec tellement de droits de propriété sur une chose qui nous semble naturellement aller de soi d'être dans le domaine commun? L'argument qui est toujours utilisé, c'est que le droit de propriété intellectuelle mène à l'innovation. Mais si on regarde les innovations qui sont issues de ces droits de propriété intellectuelle, on voit une augmentation en fait plutôt de l'utilisation des engrais et des herbicides, et pas véritablement une solution au problème environnemental que nous affrontons. Et un autre argument, c'est aussi les agriculteurs qui ressèment sont des profiteurs, ils jouent faux, ils dérangent le level playing field et ils détruisent l'innovation. Mais est-ce que c'est véritablement vrai que les droits de propriété intellectuelle sur les plantes favorisent l'innovation? Depuis qu'on a le droit de propriété intellectuelle sur les plantes et puis le brevet, on assiste surtout dans ces dernières années à une explosion de variétés dans les catalogues. Donc si vous regardez les listes, les catalogues, vous allez voir, oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de variétés inscrites dans le catalogue, mais la question, c'est que est-ce que ces variétés sont vraiment différentes les uns des autres? Et ce qui se passe, c'est que dès qu'une variété arrive à l'échéance, que le droit de propriété intellectuelle est en train de tomber et la variété pourrait tomber dans le domaine public, la firme retire la plante du catalogue. Donc ça ne tombe pas dans le domaine public. Et ceci est par exemple arrivé en Allemagne avec la pomme de terre Linda. Ça a fait un peu ça a attiré un peu l'attention du public parce qu'on n'avait plus le droit de manger la Linda. Et seulement après quelques années qu'elle a été réinscrite dans un catalogue anglais, les Allemands ont pu ressemer la Linda en Allemagne. Là, une chose semblable est arrivée à la Charlotte, la pomme de terre Charlotte en France, mais là je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, donc qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau européen? Au niveau européen maintenant, vous avez vu, il y a ces listes de variétés qui deviennent de plus en plus longues, mais pour inscrire une liste dans le catalogue, il faut quand même passer par un certain nombre de tests, par des évaluations, qui sont la plupart du temps faits quand même par l'État. Avec la nouvelle législation européenne qu'on veut introduire, on veut que l'industrie se autocontrôle. C'est-à-dire que là, en allemand, on dirait den Bock zum Gärtner machen. Je ne sais pas très bien ce que serait l'équivalent en français. C'est-à-dire le renard dans le poulailler. Ouais, quelque chose comme ça. Le renard qui contrôle le poulailler, voilà. Et donc dans cette législation, les critères agronomiques ne sont plus importants pour inscrire ces variétés dans le catalogue. Par exemple, comment les plantes réagissent au stress environnemental, aux insectes, la compétition avec les mauvaises herbes, etc. Donc, toutes les choses qui pourraient intéresser, par exemple, l'agriculture biologique, ne sont pas des critères pour la nouvelle législation européenne. Et donc, au même temps, on essaie de faire une autre législation pour les variétés de conservation, les variétés paysannes,
qui ne sont pas encore inscrits dans le catalogue, qui sont cultivés un peu à côté par des agriculteurs bio sur des petites surfaces. Et on veut les répertorier aussi, et on veut surtout contrôler où ils vont être cultivés, combien on peut cultiver, etc. Donc on veut les limiter à des régions bien précises, limiter leur circulation, etc. Donc en Europe, il y a là maintenant, donc en réaction à ça, une campagne européenne pour la liberté de la semence, en disant que les semences ne se sont jamais arrêtées aux frontières. Déjà, les Vikings apportaient des semences de l'Amérique du Nord. Les développements de la semence vivent de l'échange et de la libre circulation. Et comme le disait Devlin Kuyek de l'ONG internationale GRAIN, si vous avez l'occasion, regardez sur Google GRAIN, G-R-A-I-N, c'est très intéressant ce qu'ils ont à dire. Lui, il dit qu'une bonne variété de blé est comme un bon morceau de jazz auquel beaucoup de joueurs ont contribué leurs idées et leurs improvisations. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à sélectionner, à créer des variétés, et pas en établissant artificiellement des frontières et à donner le contrôle à quelques multinationales. Voilà.